Résultat des courses, l'esclavage est maintenu partout, y compris dans la colonie. On autorise même les gens de Saint-Louis, on leur dit, il y a un arrêté qui est pris qui leur dit, vous pouvez aller à l'intérieur du pays, dans l'interland, racheter, pas acheter, parce qu'acheter c'est l'esclavage. Racheter c'est libérer. Racheter des esclaves, les amener à Saint-Louis et vous les libérer quand ils ont 18 ans. C'est le compromis qu'on a essayé de trouver. Les Saint-Louisiens vont acheter des esclaves à l'intérieur, ils les amènent à Saint-Louis, et quand ils approchent de 18 ans, ils les vendent en Mauritanie, et ils recommencent. Donc l'esclavage, y compris dans la colonie, est maintenu sur le sol français. Jusqu'en 1904, survient un phénomène. Un jeune commandant de cercle, c'est les administrateurs européens, est affecté à Saint-Louis. Est affecté à Thiès. À l'époque, la colonie s'est déjà étendue. On a conquis tout le territoire. La colonie du Sénégal, telle que le territoire existe aujourd'hui, existe en 1904. Il y a un commandant dans un cercle, c'est la division administrative, qui vient d'arriver dans la colonie. Il y a un aristocrate qui a vendu une esclave pour célébrer le mariage de sa fille. Il la prend, lui qui est venu récemment d'Europe, qui pense que l'esclavage est aboli depuis 1848, qu'on ne parle plus d'esclavage en Afrique, il convoque le vendeur d'esclaves, qui est un aristocrate. Et il lui dit, la pratique que vous avez exécutée est interdite par la loi, vous avez une amende de 100 francs et vous allez faire 15 jours de prison. L'aristocrate, pour lui, perdre sa liberté, c'est devenir esclave et ce n'est pas pensable. Il était accompagné par un esclave à lui qui prend un couteau, qui le plante au commandant de cercle et le déchiquette et il meurt. La nouvelle arrive en France. Dans les journaux, tous les journaux en parlent. On en parle parce que justement ce commandant de cercle, c'est le fils du ministre. Ça fait un grand scandale. C'est quoi cette histoire de notre colonie du Sénégal où l'esclavage est aboli depuis 1848? Il y a encore des gens qui vendent des esclaves et même qui tuent les commandants de cercle, qui est en plus le fils du ministre. Mais on nous a toujours trompés. Les mouvements abolitionnistes se lancent dans le débat. L'opinion publique, le Parlement, on va créer une commission parlementaire, qui est la meilleure façon pour enterrer les problèmes, depuis toujours. On va créer les commissions, on va étudier qu'est-ce qui se passe dans nos colonies. Et l'administration organise une enquête sur l'esclavage en Afrique occidentale française, qui est constituée, même Afrique équatoriale française, 4 colonies plus 8, 12 colonies. On mène une grande enquête. Et les résultats de l'enquête avec questionnaire, on en fait une synthèse qui est ce qu'on appelle le rapport Poulet, qui est dans les archives. Et on décrit l'esclavage africain. Et la défense de l'administration a consisté à dire que ce qui se passe en Afrique, ce n'est pas de l'esclavage. L'esclavage africain, qui est inventé tout de suite, esclavage domestique, esclavage de case, c'est une façon de parenter, c'est une relation parentale. Le maître, il ne distingue pas ses enfants de ses esclaves, il les aime tous, il les adore. C'est un esclavage intégrateur, humanitaire, un esclavage doux qui intègre les personnes perdues par les crises dans une famille, puisque l'Africain ne peut pas vivre sans famille, c'est un être communautaire. Voilà la lecture ethnographique qu'opère l'administration coloniale française en 1904. Mais pour mener l'enquête, qui on a interrogé? On a interrogé les auxiliaires de l'administration coloniale qui sont issus des anciennes aristocraties qui sont défaites par la colonisation et qui sont recyclés dans le système administratif. C'est eux qu'on interroge. Mais eux, ils sont les esclavagistes. Vous leur demandez c'est quoi l'esclavage. Et ils savent que vous avez aboli l'esclavage. Ils vous le présentent sous un jour tout à fait nouveau, très joli, que c'est un esclavage qui est intégrateur, humanitaire, bienveillant, qui protège les esclaves, qui leur donne même des droits. Ils peuvent se marier, ils peuvent posséder, il n'y a pas de marron, il n'y a rien.
Ça n'a rien à voir avec ce que pensent ces misérables abolitionnistes en Europe, avec toute leur presse. C'est différent de ce qui se passe en Amérique. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde arabe, dans la Mésopotamie. Rien. L'esclavage, l'Afrique n'a rien à voir avec tout ça. Vous savez, eux, c'est des enfants. Donc, on déshistoricise le phénomène. C'est cette conception esclavagiste qui présente l'esclavage dit africain. Pour moi, il n'y a pas d'esclavage africain, il n'y a que l'esclavage. L'esclavage en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, dans des conditions particulières qui donnent le statut, la condition de l'esclave est déterminée en fonction de ces conditions particulières, mais ils n'ont rien à voir avec soit un continent, une couleur de peau ou quoi que ce soit. C'est des phénomènes historiques qu'il faut étudier en tant que tels. C'est ce type de lecture qui sera repris par les nationalistes africains, puisque ça leur est très favorable de présenter un phénomène universel sous un jour nouveau en Afrique qui le présente comme quelque chose d'humanitaire, d'intégrateur, de doux, qui n'a rien à voir avec l'esclavage en Mississippi. Bien sûr, l'esclavage en Mississippi, c'est un esclavage, moi je le dis souvent, très bête, parce qu'il entraîne une confrontation et une violence maintenue sur toute la période. Tandis que l'esclavage qui va se développer dans des sociétés qui ne sont pas capitalistes, qui ne sont pas de subsistance, c'est ça qui explique le modèle esclavagiste de l'Amérique. C'est qu'il sert un système qui est un système d'accumulation primitive, pour utiliser le langage des marxistes et aller vite, alors que le système esclavagiste dans des sociétés de subsistance n'a pas besoin d'avoir ces grandes masses d'esclaves enfermés dans des plantations avec un rapport de force de violence. Ça a existé, surtout au 19e siècle, dans certaines sociétés africaines, où vous avez une séparation radicale entre les esclaves et les maîtres. Les esclaves vivant dans des villages particuliers, qui dans le Fouta Djallon s'appellent des roundés, avec à côté les maisons, les villages des maîtres. Donc il y a une séparation, avec justification par le sang servile et le sang noble. Donc, on a là une lecture qui va affecter l'esclavage en Afrique, repris par les nationalistes, mais produit par l'administration coloniale de connivence avec les aristocraties qui pratiquent l'esclavage. Donc, on a tout de suite nié l'existence de l'esclavage en Afrique, ce qui fait que les historiens africains ne vont presque pas étudier du tout l'esclavage en Afrique. Vous regardez toute l'historiographie de l'Afrique, je peux en donner des exemples et des exemples. Si vous prenez l'histoire générale de l'Afrique, 8 tomes, vous rencontrez très rarement l'étude de l'esclavage. Vous prenez tous les travaux des périodes de 1950 jusqu'à presque dans les années 2000, pas d'étude de l'esclavage. On a une division du travail entre Européens et Africains et Nord-Américains. Les Européens, les Nord-Américains étudient l'esclavage en Afrique. Les Africains étudient la traite des esclaves. Et ce n'est pas par hasard. Vous prenez l'ouvrage de Meassou en 1975, il n'y a qu'un seul Africain qui a contribué. Et l'ouvrage, c'est l'esclavage en Afrique. Il n'y a qu'une seule contribution africaine d'un Guinéen. Et vous pouvez le regarder dans l'historiographie. Cette division du travail va se maintenir jusque dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est largement remis en question. Il y a beaucoup d'universités, beaucoup de centres qui travaillent sur l'esclavage en Afrique, en connexion avec le monde de la recherche. Et ce n'est pas par hasard. Ça résulte de l'ouverture de l'espace public africain avec l'irruption de nouveaux acteurs sur le champ historique, les femmes qui étaient toujours ignorées, les descendants d'esclaves qui s'affichent et qui demandent aux historiens d'où venons-nous, quelle est notre histoire. Vous avez fait l'histoire de l'aristocratie et des États aristocratiques. Maintenant, il faut que nous, on existe dans votre histoire. Vous l'avez au Mali, en Mauritanie, Ira, vous avez Timidria au Niger. Ce sont des mouvements. Vous avez même dans le nord du Sénégal, Ndam Bilali, sur lequel on a consacré un documentaire, qui revendique une présence dans l'histoire de ces sociétés en tant que descendants d'esclaves. Ces mouvements naissent à partir de l'ouverture de l'espace public.
Donc les historiens sont sommés de leur dire d'où ils viennent, qui sont-ils. Pourquoi on les avait oubliés dans l'écriture de l'histoire. C'est ça qui explique cette émergence dont je participe peut-être inconsciemment en 2001 à Bamako. Et le même risque qui avait existé, qui avait fait que les historiens du mouvement nationaliste avaient plus cédé aux mémoires pour aller étudier la traite et non l'esclavage, et étudier la traite juste au moment de l'échange à la frontière, influencés par les mémoires nationalistes, le même risque existe aujourd'hui que les mouvements anti-esclavagistes, les mouvements des descendants d'esclaves, ils ne sont pas seuls parce qu'ils sont accompagnés par toutes les organisations de défense des droits de l'homme, influencent également l'écriture de l'histoire contemporaine de l'esclavage en Afrique. Il faut que les historiens se souviennent des méthodes de leur discipline, des règles de leur discipline, pour ne pas tomber dans le piège des descendants d'esclaves, qui, eux, sont des engagements citoyens, des engagements politiques respectables, et même que les historiens peuvent être sympathiques à ces engagements, peuvent même y être engagés, peuvent se battre parce que c'est des citoyens au nom des droits de l'homme, mais quand il s'agit d'exercer le métier, d'être vigilant, de ne pas tomber sur une nouvelle naturalisation des rapports ou une nouvelle imposition des mémoires des descendants d'esclaves. Donc, il faut qu'on arrive à s'émanciper des deux, aussi bien des aristocraties qui ont influencé la vision de l'esclavage et des traites esclavagistes depuis le 19e siècle. Il faut qu'on fasse aussi attention aujourd'hui aux mouvements anti-esclavagistes. On peut être très sympathique et même engagé avec eux dans l'action citoyenne, mais faire la distance quand il s'agit de les étudier historiquement et de leur dire votre mémoire est respectable, mais c'est une matière première pour l'historien et je vais le traiter comme matière première, c'est-à-dire vous dire pourquoi vous voulez être présenté comme vous le dites, pourquoi vous avez besoin de ça, c'est ça mon rôle d'historien. Et c'est ça même qui va vous aider beaucoup plus à votre combat citoyen, plutôt que de me soumettre à votre propre discours. C'est un peu la lecture que je fais de ces mouvements qui se déroulent dans l'historiographie contemporaine de l'Afrique et des mouvements citoyens du monde actuel dans sa complexité. Bon, il y a toujours des limites à tout cela et je les reconnais bien sûr.